Bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents pour ce nouveau webinaire ACV. Je suis Sylvain Chiff, le responsable commercial du secteur 69, 07, 26, 43 et 42, donc les départements associés. Nous allons aujourd'hui présenter le dernier thème conçu sur les webinaires concernant notre système HeatPack, qui est donc un système de production de chaudes sanitaires thermodynamiques collectives. Et nous allons pouvoir ainsi étudier ensemble les différentes possibilités de cette solution. Je remercie par avance toutes les personnes qui ont contribué à cette présentation, Steve Favero, Chloé, également Françoise Paré, Jean-Marc Detoc et Vincent Auberger qui sont également à l'écoute, et nous allons pouvoir ainsi avancer sur ce sujet. Merci à tous en tout cas d'être présents. Pour le fonctionnement, donc sachez que la session va durer environ une demi-heure et que nous vous invitons à garder les questions pour la fin de la présentation afin d'éviter d'avoir des coupures trop fréquentes, mais on pourra ensuite débattre et échanger sur les différents sujets, les questions qui vous interpellent au sujet de cette présentation. Alors, effectivement, le webinaire HeatPack est le dernier thème que nous avons proposé dans cette série de webinaires. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà participé au webinaire HeatMaster, notre solution gaz double condensation eau chaude collective et chauffage. Nous avons également proposé un webinaire sur le concept Tank in Tank, qui est le concept historique ACV sur la technologie des ballons préparateurs ECS, cuve inox dans cuve ballon primaire. Également, peut-être avez-vous participé à notre webinaire sur le PowerPipe Go, qui est un récupérateur de chaleur sur eau grise. Et pas plus tard qu'hier était présenté le webinaire sur notre préparateur ECS échangeur à plaques, gamme Heat Switch en semi-instantané. Donc, pour venir sur notre système HeatPack, nous allons aborder cette présentation sur 4 points. Tout d'abord, l'environnement et le marché. Effectivement, pour quelles raisons ACV se lance dans la production de chaudes sanitaires thermodynamiques? Vous connaissez nos produits historiquement, nous sommes spécialisés dans la production gaz électrique pure. Le thermodynamique est une nouvelle solution, donc nous aborderons les raisons de notre présence à travers le marché. Nous rentrerons ensuite dans la présentation technique, qui est le point primordial pour vous, comprendre que propose le système, comment il marche, quelles sont ses performances, et pour vous, en tant que bureau d'études ou en tout cas sur des choix de projets pour de la production de chaudes sanitaires, quels sont les intérêts et les utilités de cette solution de production de chaudes sanitaires. Un système et une gamme de produits s'associent généralement avec un ensemble de services. Nous aborderons aussi cet aspect qui est d'autant plus important que ces technologies ne sont pas forcément toujours bien connues ou en tout cas naturelles pour ce genre de propositions de chaudes sanitaires. Donc nous avons toute une gamme de services associés, je vous les présenterai dans le détail. Et puis enfin, lorsqu'on parle de solutions thermodynamiques pour l'eau chaude sanitaire, c'est qu'on a également des attentes en termes de performance, on l'a dit, mais aussi de saisie RT 2012. Et nous pourrons concrètement ici, en quatrième aspect, à la fin de cette présentation, vous montrer quelques exemples de valorisation à travers des situations concrètes sur lesquelles nous avons pu faire des dimensionnements. Voilà, donc nous allons attaquer par l'environnement et le marché. Tout simplement, eh bien, effectivement, depuis quelques années, vous savez que nous sommes soumis à des réglementations thermiques. La RT 2012, en fait, a été un des éléments moteurs qui a promu le système thermodynamique et la pompe à chaleur dans les bâtiments. Dans un premier temps, au niveau du chauffage, puisque les bâtiments se sont fortement améliorés dans les déperditions, ce qui nous a permis de rendre plus accessibles, notamment pour des gros bâtiments tertiaires, ces solutions thermodynamiques. Également, l'intérêt du thermodynamique était aussi de pouvoir gérer aussi bien le chaud et le froid, donc d'avoir des systèmes climatisation associés. Naturellement, quand on commence à travailler sur ces technologies, on doit aussi permettre l'arrivée de la production en eau chaude sanitaire. Et donc, forcément, nous sommes concernés par ce sujet.
Et il nous semblait évident que dans des projets où les solutions thermodynamiques se développent grâce à la réglementation thermique, il était important, nous, en tant que spécialistes de l'eau chaude sanitaire, de pouvoir proposer une production liée sur cette technologie de pompe à chaleur et de thermodynamique. Si on se projette maintenant sur la réglementation 2020, on peut facilement envisager que ces technologies vont être encore plus sollicitées et que le développement va être accéléré. De ce fait, il était là aussi primordial qu'ACV, en termes de choix stratégiques, soit présent sur ce domaine de la production thermodynamique, plus précisément collective. Alors, vous savez également qu'ACV fait partie du groupe Atlantique et nous pouvons nous appuyer sur l'expérience du groupe dans ce domaine pour pouvoir vous proposer des solutions spécifiques pour l'eau chaude sanitaire. Nous allons donc rentrer maintenant en deuxième partie sur la présentation technique, le fonctionnement et les performances de notre système HeatPack. Alors, si on regarde le système de production thermodynamique proprement, le système HeatPack est composé d'une unité extérieure qui fonctionne au R410 en full inverter, liaison frigo avec une unité intérieure qui sera équipée en fait de deux éléments. Tout d'abord, un système échangeur fluide frigo, fluide primaire avec un échangeur coaxial. Présence ici d'une petite résistance électrique d'appoint qui sera saisie dans les valeurs de la RT 2012. Et ce condenseur sera ensuite relié à un échangeur à plaques qui fera la liaison thermique entre le fluide primaire et le fluide sanitaire. Donc ça, c'est un aspect important que je vous demanderai de retenir, c'est que, bien entendu, le ballon de stockage d'eau chaude sanitaire sera présent, il n'est pas indiqué dans cette diapo, mais l'échangeur ne se trouve pas dans le ballon de stockage. L'échangeur primaire sanitaire est fourni avec l'unité intérieure, donc échangeur à plaques avec des capacités de limitation forte au niveau de l'entartrage. Donc voilà le principe global, ça reprend une solution classique en termes de pompe à chaleur thermodynamique. Et la gamme se décline en 3 modèles au niveau du catalogue, présenté aujourd'hui dans le catalogue ACV 2020, la HeatPack 11, la HeatPack 14 et la HeatPack 16. Les prix indiqués ici sont des prix publics. Bien entendu, ce système va être associé ensuite à des ballons. Revenons simplement sur l'indice de performance de notre système thermodynamique. Nous sommes certifiés Kmark. C'est un indice que vous connaissez probablement qui permet de connaître tout simplement la performance pure en thermodynamique. Et vous voyez que par exemple sur des performances RO 7 degrés à l'extérieur, 55 degrés fourniture de température d'eau, qui sera les régimes de température sur lesquels nous allons travailler en production ECS, température minimale bien sûr, nous avons des indices très performants qui sont vraiment dans la très bonne moyenne de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, de 64 à 2,48. Alors, ce système thermodynamique va être couplé à un ou plusieurs ballons de stockage ECS. Tout ça sera déterminé, bien entendu, en fonction des besoins de votre projet. Vous savez que vous pouvez, bien entendu, nous solliciter afin de vous aider à dimensionner le système de production d'eau chaude sanitaire correspondant à votre demande. Donc, ces ballons d'eau chaude sanitaire sont des ballons en acier émaillé. Vous connaissez peut-être déjà dans notre catalogue la gamme des ballons LCT, qui est une gamme disponible de 500 à 3000 litres pour les applications collectives. Alors, ce n'est pas directement ce ballon-là que nous allons utiliser avec le système HeatPack. Ce ballon-là, c'est le ballon traditionnel. On peut l'équiper avec une résistance électrique en bas, position optimisée pour pouvoir réchauffer le ballon dans les meilleures conditions. Mais pour le système HeatPack, nous avons décliné 2 versions de ballons qui seront utilisées pour en fait les 2 modes de fonctionnement que propose notre système HeatPack, à savoir le mode permanent et le mode plage horaire. Donc pour le mode permanent, le ballon utilise la gamme LCT Pack SP, disponible de 500 à 3000 litres. Pour le mode plage horaire, le ballon utilisé, c'est la gamme HeatPack LCT. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 2 catégories de ballons? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans les détails.
La première particularité de ces ballons, par rapport notamment à la gamme traditionnelle LCT, c'est tout simplement que ces ballons permettent de recevoir un kit électrique en haut du ballon. Effectivement, dans notre cas ici, le bas du ballon sera chargé en énergie par notre système HeatPack. Donc, on veut pouvoir faire une sécurité, mais pour ça, il faut qu'on puisse installer le kit électrique en haut du ballon, ce qu'on ne peut pas faire sur la gamme LCT traditionnelle. D'où une première raison importante pour avoir décliné deux gammes de ballons spécifiques. Mais on verra également que d'autres particularités très importantes, notamment pour l'aspect CZRT 2012, vont justifier le choix d'avoir décliné deux gammes de ballons adaptées à chaque mode de fonctionnement. Ces deux modes de fonctionnement, nous avons donc le mode permanent et le mode plage horaire. Ce sont deux modes bien spécifiques à des utilisations différentes. Le mode plage horaire, c'est un petit peu, je dirais, le mode historique qui existait et qui existe toujours dans le système de préparation de chaude sanitaire thermodynamique, à savoir le mode plage horaire permet un fonctionnement, comme son nom l'indique, sur un créneau horaire défini, généralement en dehors des plages de soutirage de l'eau sanitaire, par exemple la nuit. Et en fait, on va tout simplement, dans ce mode plage horaire, recharger un ballon qui contient tout le volume d'eau nécessaire pour les besoins journaliers. Donc ça implique une capacité de ballon adaptée aux besoins journaliers. Et le fonctionnement en plage horaire permet un fonctionnement limité dans le temps de la pompe à chaleur. En général, c'est une huitaine d'heures par jour. Le mode permanent, lui, comme son nom l'indique, va permettre à la pompe à chaleur d'être disponible en permanence pour maintenir le ballon en température. Donc, en termes d'utilisation, le mode permanent sera très bien adapté pour des modes d'utilisation, on va dire, étalés dans la journée. Typiquement, tout ce qui est logement collectif, hôtellerie, voire résidence étudiante, où on peut avoir des besoins d'utilisation d'eau répartis tout au long de la journée. Le mode plage horaire, lui, c'est un mode qui va plus concerner des applications courte durée, mais très ponctuelles. Je pense notamment à des vestiaires de sport ou des vestiaires d'entreprise. Donc, à chaque utilisation, nous adapterons un mode de fonctionnement. Chaque mode de fonctionnement va décliner un calcul et un dimensionnement particulier. Donc, il sera bien entendu nécessaire de connaître l'application concrète de l'utilisation de la PAC que vous souhaitez faire. Alors, pour un peu plus dans les détails et les différences entre ces deux modes d'un point de vue technique, on va s'apercevoir en fait que le mode permanent, qui est destiné au logement et à l'hôtellerie ou aux résidences étudiantes, va avoir un gain primordial, c'est qu'il va permettre d'envisager de passer la totalité du bâtiment en mode électrique. Effectivement, comment on peut justifier ça? Bien, si je reprends le mode plage horaire, vous allez vous apercevoir que comme le ballon n'est pas chargé la journée et qu'il stocke tous ses besoins journaliers, et bien pour éviter qu'on ait une déstratification du ballon, vous êtes obligé de prévoir, nous sommes obligés de prévoir un réchauffeur de boucle électrique. D'autre part, le fait que le besoin stocke complètement les besoins journaliers, on se retrouve avec des volumes de ballons assez importants. Et lors du CZRT 2012, l'impact que ça occasionne sur le gain ou sur le CEP-ECS ne vous permet pas d'envisager de passer sur du chauffage électrique, même si les besoins sont aujourd'hui fortement limités grâce aux performances des c'est complètement inenvisageable. Il faudra apporter une énergie complémentaire, gaz, pour faire le chauffage du bâtiment. Donc ce mode est particulièrement bien adapté pour, je l'ai dit, les vestiaires de centres sportifs, par exemple. Le mode permanent, lui, donc, va être complètement à l'opposé en termes de possibilités. Vous allez pouvoir, en fait, travailler sans réchauffeur de boucle. C'est un des points très importants. Le réchauffeur de boucle n'est plus présent puisque le ballon va pouvoir fournir l'énergie en permanence sur la bouclage ECS. La pompe à chaleur est disponible tout au long de la journée. C'est un des points fondamentaux, la grosse différence entre le mode permanent et le mode plage horaire. La du ballon sera aussi généralement
beaucoup plus petite, puisqu'on va stocker des besoins calculés différemment. Et lorsqu'on a des pointes ECS réparties dans la journée, ça va engendrer, grâce au mode permanent qui est chargé en permanence, qui pourra être chargé en permanence, des volumes beaucoup plus petits. On avait fait une comparaison d'ailleurs avec un bureau d'études tout récemment, où il avait historiquement un dimensionnement en plage horaire qu'on a transformé en mode permanent. Et en fait, on était au départ sur un ballon de 1000 litres, et avec la même pompe à chaleur, on est passé sur un ballon de 500 litres. Le cas particulier ici, c'était une résidence de 7-8 logements T3. Donc, on va avoir un gros gain du coup en termes de déperdition sur le ballon, aucune perte sur le bouclage ECS, en tout cas pas de déclaration d'énergie électrique sur le bouclage ECS. Et de ce fait, le CEP en tout électrique sur votre bâtiment. Donc, c'est une notion importante à retenir dans vos projets lorsque vous êtes obligé de travailler en tout électrique ou le choix du maître d'ouvrage ne souhaite pas avoir une double énergie, gaz plus électricité. Aujourd'hui, en CIRT 2012, nous allons pouvoir, après vérification et sur les projets ensemble, vous permettre de passer en chauffage électrique. Alors, pas dans l'ensemble de tous les cas sur tout le territoire, hein, si on est au niveau d'une certaine altitude, si on a des contraintes BBio élevées, ça ne passera pas tout le temps. Mais sur les zones climatisées et tempérées, en altitude moyenne, on a fait des simulations, on vous montrera ces éléments et ça passe très très bien. Il y a également ensuite un autre point différenciant important concernant les ballons. En fait, sur le mode permanent, la sonde de température qui va enclencher la mise en route de la PAC se trouve placée en milieu du ballon, alors que sur le mode plage horaire, la sonde sera placée tout en bas, forcément, puisque lorsqu'on va recharger le ballon, on peut considérer qu'il a été complètement utilisé, qu'on a un ensemble refroidi. La PAC se mettant en route, nous allons recharger le ballon progressivement sur la totalité jusqu'en bas du ballon. Dans le mode permanent, c'est dès que le bouclage génère une baisse de température qu'on va déclencher la remontée en température du ballon. Donc on a en permanence une grande zone du ballon qui est maintenue en température. Seule la partie basse en mode permanent sera maintenue en une température un peu plus faible. Les raccords hydrauliques ici de notre pompe à chaleur sur le ballon sanitaire sont spécifiques au mode permanent par rapport au mode plage horaire. C'est bien pour cela que nous avons deux catégories de ballons différents. Quel effet ça va avoir? Et bien là aussi, le fait qu'on ait un anthrax de piquage entre le retour eau froide et l'arrivée eau chaude réduit, cet anthrax est réduit, on le démontrera un peu plus loin, vous permet tout simplement de gagner jusqu'à 2,5 points sur les CEP ECS, ce qui est énorme. Dans le mode plage horaire, l'anthrax est ramené à une cote plus classique, car là, on n'est plus dans le mode permanent et il faut qu'on puisse réinjecter de l'eau chaude plus haut et travailler avec un retour d'eau froide en permanence jusqu'à la fin de la charge du ballon. Donc, 3 points importants de différence entre le mode permanent et le mode plage horaire. Pas de régulation, pas de réchauffeur de boucle électrique, un piquage de sonde à mi-hauteur du ballon pour le mode permanent et des piquages entrée eau chaude et eau froide avec un anthrax resserré. Et je vais vous montrer un peu plus loin le gros intérêt de cette solution. Donc voilà un peu pour expliquer les détails entre ces deux modes. En termes de fonctionnement de PAC, donc lorsque nous travaillerons dans le mode plage horaire, vous allez donc démarrer la charge à partir d'un horaire défini, hors période de soutirage ECS, et en fait la PAC va tout simplement d'abord évaluer les besoins en charge du ballon. Donc il y a en fait un fonctionnement qu'on appelle dans le démarrage du cycle, ce qu'on appelle le temps de brassage. Ce temps de brassage va permettre d'évaluer les niveaux de température qui se sont dégradés dans le ballon suite au puisage ECS de la journée. Et tout simplement, la PAC, pendant 8 heures, va enclencher une montée en température progressive du ballon jusqu'à sa température consigne de stockage qui sera de 55 degrés. Au bout des 8 heures, le ballon est complètement chargé. Le dimensionnement a été conçu pour cela.
et vous pouvez donc de nouveau vous resservir de l'eau sur des puisages ponctuels et très importants, comme on l'a évoqué, par exemple pour des vestiaires de sport. Le mode permanent, le fonctionnement sera bien entendu différent. Nous allons en fait avoir une consigne de fonctionnement qui sera basée non plus sur 55 degrés, mais 58 degrés. Donc ça, c'est important parce que il fallait trouver une valeur très précise. Ces 58 degrés, vous ne pourrez pas les modifier dans le mode permanent. C'est un choix minutieux qui a été établi par nos services de développement de l'IPAC, puisqu'en fait, il fallait jongler entre deux compromis. Éviter de solliciter de manière trop fréquente la résistance d'appoint située dans la solution IPAC, la résistance déclarée au niveau de la RT 2012. Donc, si nous avions mis un stockage à 60, nous aurions un peu trop forcé sur cette résistance. À 58 degrés, elle sera très très peu sollicitée. À l'inverse, si nous avions décidé de stocker à 55 degrés, nous aurions en mode permanent généré des cycles de marche-arrêt très fréquents sur le compresseur. Et vous savez qu'un compresseur de système thermodynamique, tout ce qu'il n'aime pas, ce sont des cycles de marche-arrêt trop répétés. Donc le calage à 58 degrés permet de respecter à la fois l'un et l'autre. Il faut retenir que le cycle de fonctionnement retenu avec ce régime de température nous permet d'avoir un fonctionnement du compresseur sur 15 ans par rapport au nombre de cycles marche-arrêt qui ont été déterminés dans ce mode-là. Je reviens sur le schéma principal. Donc, le mode permanent va ensuite avoir un gros avantage avec le ballon spécifique LCT PAX-P, et c'est ce que nous allons voir. Je vous ai expliqué en fait que sur le mode permanent, le ballon que nous allons utiliser va avoir un anthrax de piquage réduit. Et en fait, cet aspect-là est tout simplement lié sur la saisie RT 2012 dans les moteurs de calcul. Donc, dans la saisie RT 2012, vous avez une information importante qui est demandée, c'est la hauteur relative de l'échangeur de base à partir du fond de la cuve. En clair, c'est la valeur qui correspond au piquage d'eau chaude du ballon, de l'IPAC, par rapport à la hauteur de l'échangeur, donc par rapport à la hauteur du ballon. Nous, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'échangeur de l'IPAC se trouve à l'extérieur du ballon, puisqu'il est livré avec l'unité IPAC. Donc, pour baisser cette valeur de hauteur relative, il nous a suffi tout simplement de créer un ballon spécial où le piquage d'entrée eau chaude, celui que je pointe avec ma souris ici, a été rabaissé afin d'obtenir une valeur de hauteur relative inférieure à 0,25. Donc, cette valeur de hauteur relative, vous allez pouvoir la saisir ici, c'est un exemple de saisie dans le logiciel Pernod. Vous saisissez cette valeur qui est inférieure à 0,25 et du coup, ça ne va vous générer aucun point supplémentaire. Donc, grâce à ce ballon spécifique, le gain de performance RT peut aller de 1 à 2,5 points. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment le fait de rabaisser un raccord d'eau chaude permet d'être plus performant? Il faut revenir sur les fondamentaux d'un système pompe à chaleur, RO, R410, technologie très répandue que vous connaissez bien. Les delta T de température, c'est-à-dire les gains de température qu'on va générer dans le passage de l'échangeur, vont être de l'ordre de seulement quelques degrés, 5, 6, 7, peut-être 10 degrés dans les meilleurs des cas. Donc, ça signifie que quand mon ballon va être refroidi par du soutirage ECS, le bas de la cuve va être refroidi. On va se retrouver avec de l'eau à 45 degrés. Et le haut du ballon, lui, est en permanence à 58 degrés. Si j'avais un ballon avec un échangeur interne, c'est-à-dire un serpentin, comme beaucoup de solutions sur le marché le proposent, vous allez avoir un piquage de retour eau chaude en haut du ballon. Donc la pompe à chaleur qui puise de l'eau à 45 degrés va la faire monter à 50, 52 degrés et vous la réinjecte, alors même si c'est en primaire avec l'échangeur primaire, va vous réinjecter une eau qui sera finalement plus basse en température que la température en haut du ballon. Clairement,
vous déstratifiez votre ballon et vous nuisez pleinement à la performance de votre stockage. Donc, on comprend mieux le fait aujourd'hui, dans ce mode permanent, d'avoir un piquage en bas de ballon. Et bien tout simplement, on va remonter progressivement la température du ballon et maintenir les 58 degrés qui sont toujours présents dans le ballon sans perturber ce cycle de température. C'est un aspect qui est important. Vous avez peut-être travaillé sur d'autres solutions. Vérifiez toujours les masques de saisie qui vous sont donnés pour connaître quelle valeur est indiquée dans ce champ de saisie qui s'appelle la hauteur relative. Parce que vous pouvez peut-être vous retrouver avec des ballons, avec des échangeurs internes, où la valeur renseignée est nulle, qui fait que vous gagnez par saisie, c'est 1 à 2,5 points, mais qui ne correspondent pas à la réalité de la solution que vous avez préconisée. En utilisant le ballon LCT PAX-P avec l'anthrax de piquage tel que nous vous le proposons, vous pouvez de manière tout à fait réelle rentrer la bonne saisie de hauteur relative, 0,25, et vous profiterez directement de ce gain de points CES avec un système qui est adapté à la performance déclarée. Voilà, c'est une parenthèse importante pour notre solution et il était important, bien sûr, pour nous de vous expliquer ce détail lié à la hauteur relative. Alors ensuite, dans les possibilités qu'offre le système, selon les projets que vous allez nous soumettre et le dimensionnement qui va en découler, nous pourrons vous proposer des solutions avec une heatpack, un ballon, une heatpack et plusieurs ballons. Donc ici, dans le régime permanent, systématiquement, dans le respect de la saisie RT 2012, nous travaillerons toujours avec des ballons LCT PAX-P spécifiques au mode permanent. Et pour des projets plus importants, nous pourrons vous proposer jusqu'à une cascade de 3 pompes à chaleur et les volumes d'eau nécessaires au projet. Pour retenir un peu les limites de notre solution heatpack, sachez qu'aujourd'hui, nous pouvons vous proposer des dimensionnements pour des projets de 30 logements T3 en logement collectif, où on va pouvoir parler d'une quarantaine de chambres dans des hôtels ou éventuellement quarantaine de studios dans une résidence étudiante. La résidence étudiante est un projet qui est particulièrement bien adapté au mode permanent, puisque le fait de proposer du tout électrique, lorsque la zone géographique le permettra, vous permet de dire à un acquéreur, un investisseur qui souhaite acheter un studio, de lui dire qu'il n'aura pas une chaudière gaz à faire entretenir dans le studio qu'il a acheté et qu'il va louer. Il sera en tout électrique. Donc ça apporte des gros avantages. On peut aussi évoquer au niveau du chauffage purement dit, les gains économiques, la réduction des gains techniques, etc. etc. Donc, beaucoup de solutions, de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous avec ce mode permanent. Le mode plage horaire, donc nous allons travailler avec des ballons LCT heatpack classiques, alors plus classique on va dire que le mode permanent. Dans le mode plage horaire, donc les ballons utilisés permettent de recevoir un kit électrique de secours en position haute. Alors, ce que vous pouvez également retenir sur ce kit électrique que l'on place dans le ballon, ce kit électrique est vraiment un kit uniquement de secours. Voilà, je vais essayer de faire un petit zoom. On le retrouve également dans le mode permanent, hein, cette résistance électrique. Elle est là pour en cas d'urgence, dans le cas où on aurait un soutirage d'eau non prévu par les dimensionnements effectués, un cas exceptionnel, et que la PAC n'arrive plus à produire la quantité d'eau nécessaire, notamment en plage horaire, le kit électrique de secours en position haute va pouvoir donner un coup de main pour pallier à cette déficience. Elle sera déclarée en secours dans votre saisie. Dans tous les cas, donc, elle ne pénalisera pas le fait qu'elle est en secours votre CEP ECS, que ce soit en mode permanent et en mode plage horaire. Donc de la même manière, nous pourrons proposer des cascades de ballons ou des cascades de PAC en fonction de la grandeur du projet dans ce mode-là. Alors, quand on parle de production thermodynamique, on fait également allusion lorsqu'on travaille avec des températures de stockage qui sont bien entendu réglementaires, puisqu'on assure cela avec le système heatpack, c'est-à-dire au minimum 55 degrés. Les textes réglementaires nous indiquent bien que du moment qu'on stocke à 55 degrés, les cycles anti-élusionnels ne sont pas nécessaires, mais nous avons quand même, par sécurité ou par confort de conscience, permis la possibilité de faire des cycles anti-légionnels.
Donc il faut savoir qu'au niveau des textes officiels, plusieurs possibilités existent. Vous connaissez peut-être des cycles choc en 2 minutes. En mettant le ballon à 70 degrés, on considère que le cycle antilégionnel est réalisé. Si on travaille à 70 degrés, ce cycle doit durer 4 minutes. Mais on peut tout à fait également faire un cycle antilégionnel à 60 degrés. Dans ce cas-là, il est demandé de le maintenir pendant 60 minutes. Donc ces cycles sont construits de cette manière-là sur le système HeatPack. Nous allons monter en température à 60 degrés l'eau chaude sanitaire dans le stockage du ballon et le maintenir pendant 60 minutes. Il faut savoir que dans les laboratoires, la légionnelle à 60 degrés, elle meurt au bout de 25 minutes. Donc les données du texte officiel sont déjà largement au-dessus de ce que peut réellement supporter notre légionnelle. Et donc, en cas de nécessité, pour des raisons diverses ou variées, d'arrêt ou de dysfonctionnement ou d'utilisation abusive de l'eau sanitaire, nous laissons la possibilité de gérer ces cycles antilégionnels. Voilà pour la partie technique du système, donc aborder les possibilités d'utilisation, les fameux gains de performance que vous allez pouvoir obtenir en gain CEP et notamment vous envisagez des nouveaux projets en tout électrique dans les bâtiments. Nous allons aborder maintenant la partie service. Vous êtes peut-être déjà habitué à travailler avec ACV pour le dimensionnement de vos projets ECS. Donc vous savez que nous avons à votre disposition déjà tous les interlocuteurs commerciaux dans vos régions en France qui peuvent vous assister. Et nous avons notre service sédentaire à Toussieux, dans la région lyonnaise, qui travaille au quotidien sur les différents projets que vous nous soumettez pour vous aider à dimensionner les solutions techniques correspondant à vos besoins. Donc ça, c'est toujours identique et vous pouvez en profiter pour notre système HeatPack. Mais vous avez également une assistance complémentaire sur chantier pour les installateurs qui est disponible, répartie sur différentes options ou possibilités. Des visites des prérequis pour la mise en service, des pré-visites de mise en service pour vérifier les aspects à prendre en compte pour l'installation correcte et le fonctionnement de la HeatPack. Et bien entendu, d'une manière obligatoire, vous le connaissez sur tous nos produits, les mises en service officielles une fois que le système est mis en place, avec notamment le chargement fluide et le paramétrage de la régulation. Nous allons terminer cette présentation par des exemples de valorisation et notamment dans le mode permanent, puisque lorsque vous serez soumis à la RT 2012 et que vous souhaitez améliorer votre gain CEP, c'est le mode permanent qui vous apportera, bien entendu, le plus d'intérêt. L'exemple que nous prenons, c'est en fait un exemple que nous avons sélectionné de taille identique, à savoir nous partons sur la configuration maximale que nous pourrons au projet, une trentaine de logements répartis. Vous voyez la répartition ici, nous sommes sur 5 T2, 12 T3, 12 T14 et 1 T5, répartition plutôt classique, en R+4. Nous l'avons simulé sur plusieurs régions, pas forcément les régions du Sud, mais nous l'avons fait aussi. La première région, c'est la région Nord, donc la région H1A. Vous avez dans ce cadre-là un Baby Max de 72 et un CEP Max de 69 kW d'énergie primaire par mètre carré par an. Et bien ici, grâce à l'HeatPack et en restant en convecteur électrique, eh bien, vous allez obtenir en fait un CEP total de 15,4 et 47,4. Donc ça signifie qu'on est en dessous du CEP max. Vous voyez ici le gain CEP ECS obtenu grâce à l'HeatPack, 15,4. C'est très très peu. On est sur du stockage à peu près de 2000 litres d'eau. On travaillera avec 3 packs de 11 kg. Et on obtient donc ce résultat qui vous fait valider votre solution en tout électrique avec du convecteur. Alors vous allez me dire, le convecteur, c'est pas vraiment dans l'air du temps, c'est pas écologique. Retenez quand même que grâce à la RT 2012, et ça va être encore plus vrai avec la RE 2020, les déperditions sont très très faibles. Donc ça devient très intéressant économique de pouvoir passer sur du convecteur, sur des petits projets collectifs, quand la HeatPack permet de rentrer sous les contraintes du CEP en saisie RT 2012. Et si on souhaitait être encore plus performant, vous avez peut-être, vous connaissez déjà notre système PowerPipe Go, qui est en fait le récupérateur de chaleur sur eau grise. Eh bien, notez que notre système HeatPack couplé à une récupération d'énergie sur eau grise vous permet d'atteindre, pour ces projets de logement sur la région Nord,
à un CEP-ECS de 11,28, ce qui est inégalé aujourd'hui en termes de performance sur un projet de 30 logements T3. Alors, pour montrer comment on fonctionne également dans d'autres régions, nous avons fait une simulation sur la région Alsace-Lorraine, donc en zone H1B. Ici, l'effort Bébio sera un peu plus important, puisqu'on va toujours passer en chauffage électrique. On obtient un CEP ECS un peu plus élevé, 7,2, un CEP chauffage de 52,1, mais on reste toujours sous la barrière des 84, ce qui signifie que notre projet est éligible en tout électrique. Et là aussi, nous pouvons observer un gain si nous avions la possibilité de rajouter un Power Pipe Go, de tomber à un CEP-ECS de 11,94. Dernier exemple, dans les régions les plus historiquement appropriées aux thermodynamiques, la région sud, la zone H3. Ici, malgré qu'on ait un BBO de 42, l'effort sera maximum de moins de exécuté. Le CEP max est de 46 kW d'énergie primaire par mètre carré par an. Et bien ici, on est largement en dessous également. Vous voyez le CEP-ECS, juste avec notre système HITPAC, on obtient une valeur de 12,8 seulement. Les besoins en chauffage électrique, bien sûr, sont relativement diminués par rapport aux autres régions. Et vous voyez également ici, si nous associons ce système HITPAC à un Power Pipe Go, nous allons pouvoir descendre à un CEP-ECS de 9,47 seulement. Donc, ce qui est là aussi une très belle performance. Voilà, donc pour faire un résumé de cette présentation, notez que la solution ENR est d'abord bien entendu valorisable en RT 2012, je pense qu'on l'a assez indiqué, vous l'avez compris. Une solution économique parce que si on peut en plus coupler du chauffage électrique convecteur, ça va permettre vraiment des solutions en termes de coûts d'installation réduites. C'est une PAC certifiée Kmark, hein, donc avec les performances que nous avons évoquées précédemment. Faible niveau sonore aussi, c'est un aspect qui peut rentrer en compte hein, dans les projets que vous allez faire en situation urbaine. Le bloc unité extérieure doit être silencieux et sachez ici que sur notre système, en fait, nous ne dépassons pas 47 Dolby à 5 mètres, ce qui signifie que je crois qu'on peut dire que ça ne fait pas plus de bruit qu'un lave-vaisselle dans la cuisine. Hein. C'est donc très très limité et c'est vraiment un aspect important aussi à garder en mémoire. Sécurité d'exploitation, donc choc anti-légionnel, température toujours minimale maintenue à 55 degrés. Simplicité avec la facilité d'installation, installation hydraulique préassemblée d'usine, hein, prête à raccorder. Et également une simplicité d'entretien, c'est notamment au niveau de l'échangeur ECS. En fait, hein, il est dimensionné pour minimiser l'entartrage et donc nécessite très très peu d'entretien. C'est aussi un aspect important pour les exploitants. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas si j'ai débordé, mais en tout cas, j'espère que cela vous a suscité de l'intérêt. Sachez que vous pouvez désormais contacter vos différents interlocuteurs ACV sur toute la France. L'équipe est au complet et nous sommes tous à votre disposition pour vous recevoir et pour vous écouter pour vos différents projets. Voilà, également important à connaître dans l'organisation de ACV France. Sachez que le service technique est à votre disposition au téléphone lorsque votre interlocuteur commercial ne l'est pas ou que vous avez des questions plus techniques. Notre service technique est disponible avec la ligne spécifique. Et puis, tout notre système également sédentaire à ACV France, livraison, pièces détachées, comptabilité, communication marketing et pour connaître les disponibilités des produits. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'ai terminé notre présentation.